dans la polémique, que finalement c'est assez peu compatible avec l'esprit universitaire, certes dans le discours, mais lorsqu'on essaie de passer au concret, pourtant on lit de plus en plus d'articles, des passerelles, la ministre actuelle de l'Éducation nationale faut mettre plus de passerelles entre l'école et l'entreprise, entre les collèges et les entreprises, entre les lycées, il faut que des enseignants aillent aussi voir comment fonctionnent les entreprises de l'intérieur. On a quand même l'impression, globalement, que des parents avant c'était impensable, c'était le diable, le monde de l'entreprise. Et comment l'université, qui se veut précisément ouverte, défricheuse d'idées nouvelles, quand on passe au concret, ça ne fonctionne pas, c'est de la peur, d'après vous? Bon, alors, on va essayer de faire court là-dessus, puis il y aura peut-être d'autres questions. Oui, oui. Moi, je poserai une dernière question, puis après, on aura nos amis de... Vous êtes là aussi pour parler, on a souhaité être bref, donc je vais forcément être un petit peu schématique. Alors, pour sourire, je peux dire que les relations, c'est des chansons, tu veux ou tu veux pas, je t'aime moi non plus, et compagnie. C'est-à-dire que quand un des partenaires est un peu prêt à aller vers l'autre, c'est l'autre qui veut pas, et réciproquement. Et c'est vrai que c'est très compliqué depuis le début. Ceci dit, on a des environnements qui ont été très très divers. On parlait des MST tout à l'heure. C'est un texte des années 70. Et à chaque fois que j'avais des réunions, j'amenais le décret instituant les MST. Un décret de février 71 pour être précis. Il faisait 1 page et demie. C'était merveilleux. Je ne vous dis pas pour les masters aujourd'hui, c'est 70 pages. Illisible, avec des contraintes de tous les côtés, qu'on connaît tous. On suppose tous qu'on est mauvais. Bien sûr qu'on est malhonnête, on détourne de l'argent, alors on nous met des contrôles financiers, on est malhonnête pour les notes, alors on met des contrôles, on met l'anonymat, etc. On est dans une logique de suspicion. Ça, c'est un contexte général et ça ne touche pas que l'université, vous le savez bien. Mais ça la touche particulièrement. Après, il y a, j'y vais par couche, il y a, on va dire, un contexte général de l'université française, j'ai bien dit française parce que l'étranger c'est très différent, et malheureusement les universitaires français sortent très peu. Internationaux. Oui, ça encore, il faudrait voir. Mais en tout cas, ils sortent très peu. Quand on va en colloque, on reste entre soi, mais on discute très peu de la manière dont s'organisent les collègues universitaires des pays que l'on visite. Et donc le contexte français, c'est une méfiance entre l'université temple du savoir, de la connaissance pure, de la connaissance qui serait désintéressée, la plus honnête possible, et l'entreprise qui serait exactement le contraire. Ça reste encore comme ça, excepté dans quelques cursus, on va dire, des sciences appliquées, dans lesquelles on est bien obligé d'avoir du partenariat. Mais la communication, pour son malheur, à Saint-Étienne, a été rattachée aux sciences humaines et surtout sociales. J'ai bien dit à Saint-Étienne, parce qu'il n'en est pas toujours ainsi dans toutes les villes. Et d'ailleurs, à la fin de la vie du cursus, je cherchais un repreneur. À propos, s'il y a un repreneur dans la salle, on peut encore faire affaire. Parce que le cursus, il est tout beau, tout chaud, il marche bien, il est parfaitement en état, rodé, en état, il est prêt à évoluer, mais je cherche un repreneur pour lui transférer ça et que ça puisse vivre ailleurs, survivre ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même une telle qualité qu'on pourrait le faire. Alors j'en étais à la culture universitaire en général qui n'est pas pour ça. Après, ajoutez-y toutes les instances, j'ai parlé de contrôle au départ, toutes les instances qui nous tombent dessus, un exemple simple et bête. Depuis un certain ministre qui s'appelait Claude Allègre, je ne pouvais plus recruter moi-même des maîtres de conférences. Que vous compreniez, à l'université, il y a grosso modo que 2 grades dans les titulaires. Il y a les maîtres de conférences et au-dessus, il y a les profs. Il se trouve que j'ai une carrière très rapide, j'étais prof très jeune. Bon, ce qui peut-être on en a choqué un petit nombre, et en tout cas, je ne pouvais plus recruter des maîtres de conférences. C'est aussi une des raisons pour laquelle cette formation, je n'ai pas voulu créer de poste. Alors là, je me suis singularisé. La logique universitaire, c'était de dire, j'ai mon département à moi, que je me suis créé, je recrute des postes de maître de conf, et puis 1, et puis 2, et puis 3, puis je viens le petit roi, le petit chef, avec les combats de toute nature pour rien. Et plutôt que de faire ça, j'ai préféré faire appel à des gens qui sont présents, et peut-être qu'on va aller... Les professionnels. Voilà, qui ont une ouverture d'esprit dont tu parlais absolument extraordinaire, une diversité d'approche aussi. Et ça, à l'université, c'est pas toujours bien vu. Parce que quand je demandais à 5 intervenants de parler du concept de vision, à l'université, c'est pas possible, parce qu'il y a une parole professorale, doctorale qui s'exprime et qui n'admet pas trop la contradiction. Imaginez les pauvres étudiants, ils avaient 5 intervenants en vision. Ils sont là, il y en a même 2 qui sont côte à côte, là-bas Alain Bouet et Pierre Barrère, mais d'autres aussi. Donc j'ai voulu cette diversité parce que
c'était à la fois stimulant intellectuellement, mais surtout, c'était pas la reproduction de l'université de ces idées qui sont souvent trop académiques et toutes faites. On était plusieurs journalistes aussi, outre... Bien sûr. Et alors, principe de base, j'ai toujours été chercher des gens que... Alors peut-être que je me suis trompé, mais que j'estimais compétents dans leur domaine. Je n'ai jamais pratiqué le népotisme, le copinage, pour dire ça comme ça. Un exemple. Alors ça, c'est presque triste pour les anciens. Il n'y a que très peu d'anciens à qui j'ai demandé de donner des cours. Alors que dans beaucoup de formations, c'est un classique. On demande aux anciens, et on est dans une logique de reproduction, et on est entre soi. Je ne l'ai fait que pour ceux qui avaient suffisamment de cuir, suffisamment d'expérience professionnelle, au bout de plein d'années, pour leur demander, tiens, vous ne pourriez pas venir, quand j'avais jugé un petit peu de ce qu'ils faisaient. Et puis pour finir, parce que tu posais la question générale, alors pour Saint-Étienne, parce que là j'étais... C'était surtout pour que vous compreniez bien que la situation à Saint-Étienne du master n'est pas la seule en France. Voilà. Les très bonnes formations avec lesquelles j'étais en concurrence avaient pour nom l'ISIC à Bordeaux 3, la meilleure formation. Elle est en phase de décomposition avancée, elle aussi, alors c'est beaucoup plus gros qu'ici. Lille, qui était une très bonne formation, a des énormes problèmes. Je ne parle pas du CELSA, c'est très particulier à Paris, mais ces formations qui étaient les meilleures de France ont des problèmes de succession, parce qu'on ne veut pas à l'université, mais ailleurs aussi, dans les grandes entreprises, c'est pas forcément mieux, on ne veut pas s'inscrire dans une logique de continuité. J'aime à dire, souvent pour faire rire, on est d'un marxisme incroyable en France, y compris dans les grandes boîtes, parce qu'on chante tous l'international. Du passé, faisons table rase. Et à Saint-Étienne, comment est-ce que ça... Dans un monde idéal, je le disais tout à l'heure, dans un monde idéal, j'aurais été amené à recruter mon successeur, ou participer à son recrutement. J'aurais travaillé avec lui pendant un an, ne serait-ce que pour terminer les étudiants de M1 qui passaient en M2, qui terminaient avec moi. Assurer le tuilage, chantier. Voilà, ça me paraissait honnête, ça. Hein. Bien sûr qu'il n'en est absolument pas question. Mon successeur, il sera recruté dans un an, mais je ne serai pas dans le comité, de toute façon. Ce sera quelqu'un qui viendra de la sociologie, et donc la formation sera morte. Enfin, pour Saint-Étienne, parce qu'autant le dire quand même tout de suite, cette formation, depuis les origines, a été tout juste tolérée par l'université stéphanoise. J'ai dit tout à l'heure que quand Benoît Loras et Gilbert Argout m'ont fait venir, donc j'étais celui qu'on allait chercher. On avait profilé le poste de maître de conf, à l'époque c'était un poste de maître de conférence, pour moi. C'était un peu, puisque c'est moi qui voulais. J'ai été auditionné. Savez-vous ce qui s'est passé? J'ai été classé second. Pourquoi? Parce que les collègues ne voulaient pas entendre parler de quelqu'un qui viendrait faire une formation professionnelle. Il a fallu, heureusement, et les instances universitaires, c'est monté au ministère qui a rétabli l'équilibre et que finalement je vienne à Saint-Étienne, sinon je serais resté tranquillement à Angers. Alors, une question brève qui exige une réponse. Aujourd'hui, en fait depuis quelques années, mais c'est récent, les universités, les grandes écoles, à Saint-Étienne, l'exemple de l'ENIS qui vient de lancer sa fondation, créent des fondations. Il y a une fondation de l'université de Saint-Étienne, mais c'est pas unique dans plein d'autres centres universitaires. Est-ce que ce n'est pas quand même un outil de nature à rapprocher le monde de l'entreprise de celui de l'université qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, un pas en avant, deux en arrière, on se regarde en chien de faïence. Réponse très brève, puis après j'aimerais que tu parles de tes projets. Je dis non. Sur l'université de Saint-Étienne, très brièvement, je suis très pessimiste. Je pense que l'université de Saint-Étienne vit ces dernières heures ou ces dernières années. Le président actuel en exercice qui s'est fait élire à Saint-Étienne en disant « je défendrai l'université de Saint-Étienne » est dans une logique carriériste, purement carriériste. Il n'a aucune vision d'ensemble. Absolument rien. Il s'est fait élire président à Lyon. Il est dans une structure toujours plus grosse, parce que, voilà, bien sûr, qu'on appelle les communes maintenant, et ces structures plus grosses, ici, la stratégie, elle est simple. C'est la stratégie très rapide, ce que je vais dire. Quand on fait une alliance avec quelqu'un de plus gros, on essaye de prendre ses points de force, ses points d'excellence, et on s'en sert comme appui pour pouvoir durer. Il fallait qu'ils prennent ces points d'excellence. Et à Saint-Étienne, le pôle vision, par exemple, la médecine du sport, etc. Il y a plein de pôles d'excellence. Je ne vais pas parler de moi. Bon, et voilà ce qu'il fallait faire. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Je répète, on est dans une logique corporatiste, et ce n'est pas ce qui s'annonce qui améliorera les choses. Je pense qu'il faut qu'on termine ce cycle, et que quand il sera terminé, qu'on aura vu que ça ne marche pas, de grossir, on reviendra peut-être à des unités de taille plus raisonnable et plus d'autonomie. Ce qu'il faut, c'est l'autonomie. Je termine là-dessus. La MST,
une page et demie, je faisais ce que je voulais, je rendais compte devant un conseil des professionnels, et en fait, le juge, c'était est-ce que les étudiants ont des bons jobs? Je ne dis pas des petits, hein, est-ce qu'ils ont des bons jobs ou pas? Est-ce qu'ils sont capables d'évoluer dans leur milieu professionnel ou pas? 20 ans après, 23 ans après, je pense qu'on peut dire que ça s'est... Et on verra tout à l'heure, mais je vais te poser une question avant, on demandera, il a même formé des ministres, hein, donc on ne demandera rien d'entre eux. J'ai surtout de la chance d'avoir en face de moi comme étudiant des gens extraordinaires et avec lesquels j'ai gardé des contacts, et c'est avant tout leur compétence, leur talent qui a fait la différence, n'exagérons pas.